Bonjour à tous, je suis Maureen de Les Petites Bouteilles et bienvenue dans notre masterclass dédiée à l'univers du vin. Donc aujourd'hui, je vous accueille pour parler tout simplement de vin, de dégustation, de méditation un petit peu, de développement personnel, tout simplement autour du vin. Apprendre à déguster son vin comme un pro, c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Alors, avant de commencer à vous donner la définition réelle du vin, je tenais à parler un petit peu de l'importance du vignoble français. Il faut savoir que le vignoble français est quand même un des vignobles les plus renommés dans le monde. Le vin fait vraiment partie de notre territoire. On va être plutôt assez chauvin quand on va parler de vin. Souvent, on va aller dans d'autres pays, on va dire ouais, on est un peu le pays du vin, quoi. C'est vraiment notre fierté, quoi. Le vin et la baguette. Très souvent, c'est un peu notre fierté. Ah, il y a le fromage aussi, je crois. Mais bon. Alors, pourquoi on est aussi fiers de notre patrimoine? Déjà parce qu'on fait partie de ce qu'on appelle des vins du vieux monde, c'est-à-dire que nous, le vignoble, le vin fait partie de notre culture depuis des années. Ça fait des générations et des générations et des générations, même des siècles, des millénaires, que nous avons du vin sur notre territoire. Et on n'a pas juste du vin sur notre territoire, on a du vin partout sur notre territoire. Vous allez en retrouver des vignes, mais en Alsace, vous allez en retrouver dans le Jura, vous allez en retrouver en Savoie, vous allez en retrouver en Bourgogne, vous allez en retrouver en Loire, vous allez en retrouver en Champagne, vous allez en retrouver dans le Beaujolais, vous allez aussi également en retrouver Côte-du-Rhône, en Provence, dans le centre, les Languedoc-Roussillon, tout le sud-ouest et Bordeaux. Donc finalement, j'ai quasiment cité tout le territoire français. Sur tout ce territoire français, vous allez retrouver des types de raisins différents, vous allez retrouver des types de vinification différentes, vous allez retrouver ce qu'on appelle des AOP, des IGP différents, vous allez retrouver des vins de France, vous allez retrouver vraiment énormément de caractéristiques différentes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre à déguster le vin, à le savourer, à l'analyser, à le ressentir pour que vous sachiez faire la différence entre deux bouteilles quand vous allez aller chez votre caviste et acheter votre vin. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on va rentrer donc dans la définition du vin. Qu'est-ce que le vin? Eh bien, le vin, le dictionnaire Larousse va en donner deux définitions. Je vais vous raconter un petit peu la première qui n'est pas forcément celle sur laquelle on va s'attarder, mais il est possible que dans une épicerie un petit peu de luxe, vous trouvez ce genre de bouteille et donc du coup, c'est intéressant de savoir que ça s'appelle aussi du vin. Alors, le vin, tout simplement, c'est un jus de fruits frais dont le sucre a été transformé en alcool par fermentation alcoolique. Ça, c'est la définition globale générale. Alors, cette définition, elle donne accès au vin, au mot vin, aux oranges, aux pommes, aux poires, aux ananas, aux kiwis. Donc, vous pouvez retrouver du vin de kiwi, vous pouvez retrouver du vin de poire, vous pouvez retrouver du vin du fruit que vous voulez à partir du moment où on a fait une fermentation alcoolique, c'est-à-dire qu'on est parti d'un raisin pressé, d'un jus de raisin, et que son sucre a été transformé en alcool grâce à un procédé qu'on appelle la fermentation alcoolique. Si vous faites ce procédé-là, c'est bon, ça devient du vin. Alors, ce n'est pas la définition qu'on a envie de retenir. On va garder une petite partie de cette définition, c'est-à-dire du sucre qui se transforme en alcool grâce à la fermentation alcoolique, mais on va se baser sur un seul produit qui est très très important. Il faut vraiment retenir, on se base sur le raisin. Alors du coup, on va aller sur cette deuxième définition et on va tous se mettre d'accord qu'on part sur cette définition. On part sur un jus de raisin ou un mou de raisin pressé dont le sucre a été transformé en alcool par fermentation alcoolique. Hey, garçon, je voudrais un verre de pinot noir. Garçon, je voudrais un verre de chardonnay. Je suis sûre que c'est des mots que vous avez déjà prononcés. Et bien, savez-vous ce que veut dire ces fameux petits mots chardonnay ou pinot noir ou encore malbec, côte, sauvignon, sémillon, syrah, grenache, vionnier? Sympa hein, quand je vous dis ça. Vous savez ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est le cépage du vin. Alors, qu'est-ce qu'un cépage? Eh bien, le cépage, ce n'est rien d'autre que la variété de raisins que vous allez retrouver
dans votre vin, dans votre bouteille, dans votre verre. Et donc du coup, ce cépage, ce raisin, c'est lui qui va déterminer la caractéristique de votre vin. C'est lui qui va déterminer la couleur, qui va déterminer également les taux d'alcool, qui va déterminer les taux de sucre, qui va déterminer énormément de choses. Et donc du coup, il est important de connaître le cépage, donc la variété de raisin que vous avez à l'intérieur du vin, puisque c'est lui, c'est ce raisin qui va déterminer si vous aimez le vin ou pas. Alors pourquoi je vous parle de l'importance du raisin? En fait, tout simplement parce que c'est lui qui crée votre cuvée et qui va créer ce que vous avez, la boisson que vous avez dans votre verre. En fait, le vigneron va tout simplement partir d'un vin à maturité, donc ce qu'on appelle les vins secs. Il va partir d'un vin qui va arriver à maturité, il va le récolter, donc ce qu'on appelle les vendanges. Donc il va récolter ce vin à maturité, donc les vendanges, puis il va presser le vin, et de cette presse, en fait, tout simplement, ça va créer ce fameux jus de vin dont on parlait dans la définition, et donc tout le sucre qui est contenu dans ce raisin va se transformer en alcool lors de la fermentation alcoolique. Puis il va continuer tous les procédés de viticulture, et enfin, à un moment donné, il va finir par embouteiller le vin qui sera ensuite commercialisé et que vous pourrez boire juste après. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la partie de base. Donc le raisin est donc du coup très très important. Il va déterminer par exemple la couleur du vin. Vous pouvez avoir des raisins rouges, mais vous pouvez également avoir des raisins blancs. Donc pour faire un vin rouge, il va vous falloir des raisins rouges. Pour faire un vin blanc, il va vous falloir des raisins blancs. Pour le rosé, en contrepartie, on va prendre des vins rouges. Alors je vais vous donner un petit peu une technique de vinification pour le rosé, mais il faut savoir que ce n'est pas la seule, il en existe des millions. Je vais vous en donner une très très simple. C'est juste pour vous expliquer que le rosé, c'est fait à base de vin rouge. Donc en fait, tout simplement, le vigneron va récolter à maturité, donc il va toujours créer un vin sec, il va presser, et en fait, normalement, la couleur se trouve en fait dans la pellicule du vin rouge, donc du raisin, et il va donc faire une presse assez courte et une macération assez courte. Et en fait, cette macération va vous permettre d'avoir la teinte rosée, et ensuite, il va séparer les jus et puis continuer la fermentation, tout simplement. Donc ça, c'est une explication très rapide, très schématique de comment on fait un rosé. Pour de vrai, il existe au moins, je crois, 4 procédures différentes pour pouvoir faire des rosés. Donc on créera sûrement une box spéciale pour les rosés, mais voilà, là c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre très facilement en termes de couleur. Voilà, tout se fait grâce soit des raisins blancs, soit des raisins rouges. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas faire de vin rouge avec un raisin blanc, on ne peut pas teinter du raisin blanc, ce n'est pas légal, et on ne peut pas faire du vin blanc avec du raisin rouge. Sauf exception sur la Champagne, mais on en parlera sur quelque chose de bien particulier, parce que seule la Champagne a le droit à faire des petites exceptions un petit peu particulières. Deuxième notion à savoir, peut-être la première d'ailleurs, parce que je ne crois pas avoir dit première notion à un moment donné. Donc on va dire première notion à savoir, quel est le nom du raisin que vous avez à l'intérieur? Très important. Est-ce que vous êtes en train de boire un chardonnay, ou est-ce que vous êtes en train de boire un pinot noir, ou est-ce que vous êtes en train de boire plusieurs types de raisins? Et donc du coup, c'est à ce moment-là où quand vous allez aller chez le caviste ou que vous allez prendre des petites notes, vous allez noter le nom du cépage. Parce que le vin peut être fait de deux manières différentes. Il peut être fait dit de monocépage. C'est-à-dire que par exemple, imaginons qu'on allons prendre un vigneron de Bourgogne, puisque depuis tout à l'heure je vous parle de Pinot Noir et de Chardonnay, qui sont deux cépages typiques de la Bourgogne. Bon, votre vigneron de Bourgogne, il peut décider de se faire un AOP Bourgogne, donc très très simple, avec son Pinot Noir. Donc pour avoir l'AOP Bourgogne, il va être obligé de vinifier avec, du coup, comme je vous disais depuis tout à l'heure, le fameux Pinot Noir. Donc il va récolter que des pinots noirs et il va vendanger que des pinots noirs. Donc en fait dans sa presse, il va presser que du pinot noir, il va vinifier ce pinot noir, il va embouteiller ce pinot noir et vous allez le boire. Ok? Donc il n'y aura qu'une seule variété de cépage à l'intérieur, c'est-à-dire le pinot noir. Donc c'est ce qu'on appelle un vin de monocépage. D'accord? Donc ça, toujours demander, est-ce que voilà, on est sur un monocépage ou la deuxième solution, un assemblage de cépages. Imaginons que toujours ce vigneron de Bourgogne décide parce qu'il est à côté vraiment pas très loin du Beaujolais, d'avoir des parcelles en pinot noir et des parcelles en gamay, et il a envie de créer un vin avec ces deux cépages. Alors déjà, il ne pourra pas avoir l'appellation Bourgogne, puisque le cahier des charges pour l'appellation Bourgogne n'autorise que le pinot noir. S'il veut ajouter du gamay, il va passer sur un cahier des charges pour un vin de France. Jusque-là, il a le droit. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de la vendange, il va vendanger des pinots noirs, il va vendanger des gamay, il va presser et vinifier le pinot noir, il va presser et vinifier le gamay, puis à un moment donné, tout ce pinot noir alcoolisé et ce gamay alcoolisé, ils vont l'assembler ensemble
et ils vont créer une cuvée ensemble. Et cette cuvée, ça sera un vin dit d'assemblage. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs raisins à l'intérieur. Alors, on a des régions qui sont très typiques de cet assemblage, par exemple Châteauneuf-du-Pape. On sait qu'on peut retrouver jusqu'à 19 types de vins différents à l'intérieur, ou alors tout simplement les Bordeaux. Tous les Bordeaux rouges sont des vins d'assemblage. Vous allez retrouver le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est la base. Bordeaux, vous êtes sur de l'assemblage. La Bourgogne, vous êtes vraiment sur des monocépages. La Bourgogne, les deux cépages très connus. Alors, on n'est pas là pour faire un cours de viticulture pure et d'œnologie pure, mais en gros, ni de sommellerie, quand vous allez sur la région de Bourgogne, vous avez quand même une grosse probabilité d'être en 100% chardonnay ou en 100% pinot noir, qui est assez important de se souvenir. Demandez sur quel type de raisin vous êtes. Est-ce que vous êtes sur un monocépage ou est-ce que vous êtes sur un assemblage de cépages? En général, votre caviste ou le vigneron va vous dire j'ai mis tant de produits et donc du coup, comme j'ai mis tant de raisins, et il va avoir telle influence, telle chose, tel machin, tel bidule. Parce que chaque raisin, bien sûr, a sa caractéristique propre. Donc comme je vous disais, l'importance du raisin parce qu'il a sa caractéristique propre et c'est ce raisin-là que vous allez aimer ou pas. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle toujours de raisin et je vais vous introduire une autre notion qui est le millésime. Alors pourquoi je vous parle de millésime et qu'est-ce que le millésime? Très souvent, vous allez remarquer sur les étiquettes qu'il va y avoir une petite date. 2019, 2016, 2017, 1995. Qu'est-ce que c'est que ces dates? C'est les fameuses millésimes. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de vendange, je vous ai dit que pour faire un vin sec, donc les vins qu'on boit quasiment tous les jours, on va vendanger, récolter le raisin à maturité. Donc cette récolte se fait souvent entre le mois d'août et le mois de septembre. C'est à ce moment-là que le raisin, en fait, dans son cycle de vie, arrive à maturité et donc est entre guillemets bon à la consommation et bon pour pouvoir être vinifié. Alors là, en fait, tout simplement, au moment de cette vendange, au moment de cette récolte, il va la faire, donc du coup, comme je vous disais, août ou septembre, d'une année bien particulière. Donc imaginons que nous soyons sur l'année 2019. Si je récolte mon chardonnay en 2019, je vais récolter tous mes chardonnays de 2019, je vais vinifier en 2019, puis embouteiller en 2020. C'est ce qu'on appellera le millésime 2019. En fait, tout simplement, le vin ne peut être fait qu'avec des raisins d'une seule année. En fait, cette année-là, c'est le millésime. Si je décidais de mettre des jus de raisin récoltés en 2019 plus des jus de raisin récoltés en 2018, je ne pourrais pas appeler mon vin Château La Pompe cuvée solide 2019. Je serais obligée d'écrire 100 millésimes. Millésime, c'est vraiment l'année de récolte. Donc du coup, quand vous voyez ces petites notes et ces petites dates, écrites, 2019, 2020, 1995, ça veut dire que tous les raisins qui ont servi à faire votre vin, à faire votre boisson, ont été récoltés sur l'année 2019, 2018, 1995. Voilà. Alors pourquoi ça a son importance? Parce que comme je vous disais, on se base sur un raisin qui est un produit vivant et ce raisin, il n'est pas né au hasard. Donc il est posé sur des ceps de vigne. Et puis au début, en fait, au moment de l'hiver, cette cep de vigne est en train de dormir, puis le printemps va arriver, donc la vigne va commencer à se réveiller, elle va se détendre, elle va faire des bourgeons, de ce bourgeon va se faire des fleurs, de cette fleur des grappes vont commencer à sortir, de ces grappes des tout petits raisins vont se faire, tout ouverts, tout petits, puis ils vont grossir pour arriver à maturité. Donc pour pouvoir grossir, pour pouvoir arriver à maturité, non seulement le vigneron va au fur et à mesure faire des travaux de vigne, donc il va aller dans ses vignes, il va aller faire un peu de travail, un peu de choses, etc. Il va faire des tailles, il va aller peut-être enlever quelques petites verdures, il va peut-être finalement laisser la vigne un petit peu vivre, est-ce qu'il va peut-être traiter, parce que cette année il va avoir un petit souci, donc il a besoin de traiter, est-ce qu'il va traiter en bio, est-ce qu'il va traiter en biodynamie, est-ce qu'il va traiter avec des produits chimiques, est-ce que cette année-là il y a eu du soleil, est-ce que cette année-là au contraire il a plu, est-ce que c'est une année où il y a eu de la grêle, donc en fait la fleur a commencé et puis bam, de la grêle, du gel, donc du coup elle a eu un peu de mal à se développer, mais finalement elle est quand même repartie. Et en fait, toutes ces influences-là, de la température, du travail du vigneron, de l'exposition, est-ce que c'est des vignes qui sont au nord, est-ce que c'est des vignes qui sont au sud, est-ce qu'on est sur une parcelle avec une pente, est-ce que, voilà, en fait, tout ce qui va arriver à l'extérieur, tout l'environnement de ce vin, plus la fermentation, est ce qu'on appelle le terroir en fait. Et ce terroir, en fait, il est déterminé également par le millésime. En fait, tout ce qui s'est passé dans l'année va être ressenti au moment de la dégustation.
Donc quand vous buvez un millésime 2019, c'est tout ce qui s'est passé en fait fin 2018, début 2019 pour arriver jusqu'à la maturité pour ce raisin. Et donc du coup ça va influencer votre verre de vin, ça va influencer votre dégustation. Donc il est important de connaître les millésimes parce que vous pouvez adorer ce fameux Château La Pompe, mais par contre ce qui va se passer c'est que vous allez adorer le 2018 parce qu'il est très solaire, il est un peu rond. Et puis le 2019, vous allez peut-être un petit peu moins l'aimer parce qu'il y aura plus de pluie et donc du coup, il sera peut-être un peu plus frais, peut-être un peu plus discret. Donc ce millésime, il va juste être important pour que vous sachiez en fait quelle est l'année de récolte. Donc ça va juste de temps en temps vous donner des petites caractéristiques différentes entre voilà, le soleil, la pluie. Cette année, il y a eu besoin de traiter. Cette année, il y a eu un petit insecte. Cette année, on a eu, je ne sais pas pourquoi, plus d'hiboux dans les arbres. Cette année, il y a eu pas mal d'abeilles. Bon, voilà, c'est juste ça la différence du millésime. Ça va juste vous permettre de temps en temps de vous rendre compte qu'il y a des petites différences d'une année à l'autre. Et en fait, ça va jouer sur le raisin. Voilà, ça permet juste de savoir et de pouvoir prévenir aux gens en disant attention, là peut-être que vous avez l'habitude de boire un vin qui est assez rond, assez opulent, qui est voilà sur celui-là. Bon bah c'est vrai que sur 2019 il a fait un peu moins beau, donc du coup vous aurez peut-être un peu plus d'acidité, il sera peut-être moins opulent et donc du coup c'est ce qui pourra faire en fait que peut-être vous avez l'habitude de boire des vins qui sont très très agréables et que sur cette année-là bah, vous l'aimez peut-être un petit peu moins ou alors au contraire vous le préférez. Donc voilà, c'est juste des petites choses comme ça. Et donc du coup, c'est ce qui fait que de temps en temps, on va avoir ce qu'on appelle des millésimes exceptionnels, c'est-à-dire que le vin va avoir un équilibre exceptionnel et que le vin va se garder exceptionnellement bien, qui va être exceptionnellement bon. Voilà, donc ça, c'est des choses bien particulières, mais pour de vrai, voilà, c'est des petites notions qu'il faut savoir. Et de toute façon, votre caviste, quoi qu'il arrive, vous ne stressez pas, même si vous êtes en grande distribution, vous n'aurez pas vraiment de grosses différences entre une année et une autre. Quand l'année est vraiment très mauvaise, et que vraiment c'est pas bon, le vigneron il va pas récolter. Il ne créera pas la cuvée. D'accord? Donc vous paniquez pas. Il n'y a pas de oh mon dieu, je connais pas le millésime, est-ce que je suis sur un exceptionnel? Comment je fais? C'est pas grave en fait. Pour de vrai, en général, si le millésime est vendu, c'est que le millésime est correct, il est bon à boire. Voilà, il y aura peut-être des petites différences comparées à vos habitudes, mais ce sera jamais quelque chose de très très large, de très très différent. Si vraiment le vigneron ne peut pas faire le vin comme il a envie, c'est-à-dire avec sa rondeur, ses caractéristiques principales, il ne créera pas la cuvée. Au pire, il prendra ces vins-là et il fera un autre vin avec, qui sera peut-être un vin en dessous, parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs cuvées sur une seule propriété. Mais voilà, il peut très bien se dire, bon bah là pour ma cuvée principale, là mes vignes elles sont pas assez qualitatives cette année, je ne sors pas de millésime. Par contre, il va garder ces raisins-là, il va dire, comme c'est pas assez qualitatif pour mon vin numéro 1, je peux peut-être le mettre dans mon vin numéro 2. Voilà, c'est la seule chose. Donc, vous paniquez pas sur le millésime. Le millésime, il est juste important pour que vous sachiez faire un petit peu la différence entre les années. Mais pour de vrai, vous paniquez pas. Votre caviste, il vous expliquera les millésimes. Il vous dira, bah voilà, peut-être que vous avez l'habitude de boire quelque chose plus rond. Donc du coup, là, cette année, il est un peu plus tendu. Donc je vous conseillerais peut-être d'aller sur la propriété à côté qui, lui, a pu avoir faire un millésime un peu plus rond et donc du coup, qui ressemblerait un peu plus à vos goûts. Mais vous paniquez pas. De toute façon, si le millésime est mauvais, le vin ne sortira pas. Voilà. Alors, avant de commencer à parler réellement de dégustation, je vais vous inviter à ouvrir toutes les bouteilles que vous allez déguster maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous dis depuis le début, ce fameux raisin que vous retrouvez en fait tout simplement par ce jus de vin est donc du coup un produit vivant. Donc en fait, comme vous le matin, là il est actuellement dans sa bouteille en train de dormir, il est tout serré, il est bien au chaud, il est yimbe, tu vois, vraiment il est yimbe. Comme vous le matin, il a besoin de s'étirer, de faire sa petite routine pour tout donner, pour prendre son petit déj. Bon, il a besoin de prendre des forces, il a besoin de se grandir, de se montrer, de show off avant de partir. Et ben écoutez, il va faire exactement pareil que vous. Donc vous le matin, vous vous étirez, vous prenez votre petit déj, vous prenez votre douche, vous sapez comme vous avez envie, vous partez au boulot, vous allez faire la fête, vous allez faire votre truc. Vous prenez le temps. Quand vous allez sortir, vous ne dites pas j'ai une réunion ce soir, bim, je m'habille en 2-2, je pars en 2-2, je prends pas petit déj. Bon, en général, vous prenez votre temps, vous mettez votre réveil un petit peu avant, vous allez grignoter un petit truc, vous allez prendre votre douche. Bon,
vous allez préparer les enfants ou peu importe. Donc vous prenez quand même le temps de faire quelque chose pour vous réveiller un petit peu le matin. Et bien tout simplement le vin va faire exactement pareil. Si vous prenez un vin, que vous venez de l'ouvrir et que vous le mettez dans votre verre, en général, il n'a pas le temps de montrer tout ce qu'il a montré. Donc vous allez le boire, vous allez dire « Oh, il est râpeux, oh, il est un peu fermé, oh ». Et puis de temps en temps, vous allez parler, et puis vous allez vous dire « Ah bah c'est marrant, tout à l'heure j'ai trouvé un petit peu râpeux et maintenant il est bon ». Bah, tout simplement parce qu'il a eu le temps de se grandir, il a eu le temps de se préparer à venir vous donner tout ce qu'il a. Parce que lui, il a envie de vous donner tout ce qu'il a. Il a envie de vous raconter son terroir, il a envie de vous raconter le travail de son vigneron, il a envie de vraiment de vous créer un moment, il a envie de vous faire du bien ce vin. Mais très souvent, on ne le laisse pas lui donner l'occasion de nous faire du bien. On va l'ouvrir et bim, on lui met un coup, bim, on y va quoi. Ben non, laissez-le le temps quoi, peace, tranquille, laissez-lui le temps de vous révéler tout ce qu'il a à vous révéler. Donc on ouvre sa bouteille un petit peu en avance, on prend le temps, pour de vrai vous avez le temps, est-ce que vous êtes pressé là maintenant? Non, vous êtes là en train de faire cette petite vidéo, en train de regarder la petite vidéo, donc vous avez le temps. Donc vous prenez ce temps d'ouvrir toutes vos bouteilles, tranquillement pendant que je vous parle. Le vin va s'aérer, surtout pour les vins rouges, parce que les vins blancs c'est vrai qu'ils sont assez puissants dès le début, on va aller très très vite avoir leurs odeurs sur ceux que je vous ai mis, mais les vins rouges par contre, surtout le dernier, le Château Boujac, il a besoin de prendre son temps. Et vous allez voir que quand il va être ouvert, quand vous allez aérer le vin, quand voilà, vous allez ressentir des choses. Alors la dégustation de vin, pour ressentir le vin, pour connaître ses millésimes, excusez-moi, pour connaître ses odeurs, pour vraiment, pareil, c'est comme la méditation, ça se travaille et ça prend le temps. Il faut vivre pas au ralenti, mais oui, il faut prendre le temps de je me repose, je suis bien, j'ai bu le verre d'eau parce que j'avais soif, donc j'ai bu un verre d'eau, j'arrive sur mon verre de vin et ok, alors du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder mon verre de vin, je vais le sentir et je vais le goûter. C'est comme ça que vous allez comprendre votre verre et que du coup en comprenant votre verre vous allez comprendre les vignerons et par du coup vous allez comprendre notre très joli patrimoine français. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant que votre vin est un petit peu ouvert, alors moi j'ai pris un verre d'eau, c'est juste parce que quand même je vais vous parler de rouge, de blanc et de rosé, c'est plus simple pour votre imagination que je sois sur un verre translucide. Hein, d'accord? Alors, premièrement, on va regarder le vin, très simplement. Alors on va regarder sa couleur, donc pour regarder sa couleur, on va mettre son verre à 45 degrés, puis on va regarder l'intérieur, mais on va regarder également le contour. Pourquoi? Tout simplement pour voir la palette complète de couleurs, un petit peu comme un arc-en-ciel, on va avoir envie de regarder toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on a envie de le voir au complet. On n'a pas juste envie de voir juste le jaune ou juste le bleu, on a envie de voir l'arc-en-ciel au complet. Et bien là c'est pareil en fait, vous avez envie de voir votre vin blanc, votre vin rouge ou votre rosé au complet tout simplement. Alors vous allez regarder votre vin, vous allez regarder sa couleur. Sa couleur, elle vous permettra ensuite, si vous faites de la dégustation à l'aveugle, de pouvoir retrouver des régions, peut-être retrouver des cépages, peut-être retrouver des millésimes. Donc, du coup, quand vous allez regarder la couleur, vous allez regarder donc l'intérieur du votre verre, mais également les contours. Alors en fait, les contours, ils vont souvent être les fameux petits, comme vous pouvez voir sur Instagram, il a un reflet vert, il a un reflet doré, il a un reflet cuivré, il a un reflet... Mais en fait, souvent, ce sont tout simplement les contours du verre. Ce fameux petit, il a un reflet, voilà. Donc, quelles sont les couleurs que vous pouvez retrouver dans un verre de vin? Alors, pour un verre de vin blanc, imaginons que ceci est un verre de vin blanc. Pour un verre de vin blanc, les couleurs que vous allez retrouver vont être de la couleur quasiment eau, donc on va retrouver avec un jaune très pâle, quasiment translucide, qu'on appelle tirant sur le verre, donc avec des reflets un petit peu verts. Donc ça, c'est la couleur en général la plus claire. Et vous pouvez aller donc passer par tous les jaunes, vous allez ensuite passer par les dorés et aller jusqu'à des couleurs quasiment brunâtres. Ce côté un petit peu marron doré que vous pouvez retrouver sur des très vieux millésimes. Donc voilà, donc déjà la couleur va vous donner des informations et sur le cépage, encore une fois, sur le millésime et également donc du coup sur le millésime du vin. Donc ça c'est assez important. Pour les vins rouges, pareil, vous allez partir de rouge très léger, un petit peu brunâtre même parfois, et aller jusqu'à des couleurs noires, vraiment très noires. Dans le sud de la France, on peut retrouver des vins qui sont noirs. D'accord? Pour les rosés, on va partir également de couleurs quasiment translucides pour certains, avec des petits reflets rosés.
Et puis on va aller jusqu'à des couleurs de rouge un petit peu pâle ou de rosé très 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 foncé. Voilà, un petit peu côté même groseille pour certains rosés. Voilà, donc ça c'est les couleurs, c'est toutes les gammes de couleurs que vous pouvez retrouver. Vous allez regarder également si votre vin est brillant ou s'il est mat. Ça c'est surtout pour quand vous allez commencer à faire des dégustations à l'aveugle, ça va juste vous permettre de vous aider à trouver les millésimes. En fait, on sait que quand on est sur un vin jeune, vous allez avoir des vins assez brillants. Quand vous êtes sur des vins vieux, vous allez être sur des vins mat. Voilà, donc ça c'est des petites indications. Également, vous allez tourner très légèrement le vin et vous allez voir que par capillarité, ce vin se dépose en fait tout simplement sur les bords de votre verre. Alors, c'est ce qu'on appelle les larmes du vin. Donc, plus elles vont être rapides, plus en fait le vin va avoir un taux d'alcool assez faible et un taux de sucre assez faible. Plus elles vont se mettre un peu tout ensemble, elles vont commencer à se marquer et descendre très lentement, plus vous savez que vous allez être sur un vin sucré et sur un vin fort en alcool. Donc ça, c'est vraiment les trois choses qu'on va regarder. On regarde la couleur complète, on regarde un petit peu l'opacité, excusez-moi, si on est sur quelque chose de brillant ou sur quelque chose de clair, et on va regarder les larmes du vin pour connaître un petit peu les taux d'alcool et les taux de sucre. Vous pouvez, si vous avez envie, regarder l'opacité, si vous pouvez voir vos doigts, ça va vous donner également des informations sur quels sont les types de raisins que vous pouvez avoir à l'intérieur, quel va être le tanin, un peu, ça va vous donner un petit peu des informations de structure. Et surtout, c'est que vous allez regarder l'ensemble. Est-ce que j'ai des bulles, est-ce que j'ai pas de bulles? Un vin qui a des bulles, c'est ce qu'on appelle des vins pétillants. Un vin qui n'a pas de bulles est un vin dit tranquille. Vous allez regarder également si vous trouvez qu'il y a une différence de couleur, par exemple s'il y a des petites pellicules ou si voilà. Donc tout ce qui va être pellicule et différence de couleur, ce côté un petit peu trouble parfois, à la base c'est considéré comme des défauts. Aujourd'hui c'est plus forcément considéré comme un défaut, il faut juste demander à votre caviste, de toute façon en général il vous le précisera, s'il y a eu une vinification un petit peu particulière et donc du coup si c'est normal que votre vin est trouble ou si c'est normal qu'il y ait un petit voile, parce qu'en fait tout simplement aujourd'hui on va avoir des vinifications où certaines techniques ne vont pas être exécutées et donc du coup tout simplement ça va produire ce côté un petit peu trouble, ça va produire ce côté un petit peu de voile, voilà, donc ça vous inquiétez pas. Si le caviste vous dit que c'est normal ou que le vigneron quand vous l'achetez vous prévient que voilà vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y ait un petit voile blanc, ce n'est pas un défaut, voilà. Bon. Ensuite on va partir sur la partie la plus sympa, ressentir le vin. Alors, pour ressentir le vin, pareil, c'est là où je vous ai parlé tout à l'heure de méditation, de rester tranquille, d'être à fond. Voilà, donc vous allez profiter du moment présent. Surtout, vous vous mettez au moment présent. Vous n'êtes pas en train de réfléchir à ce que vous allez manger après. Vous n'êtes pas en train de réfléchir à la réunion que vous avez eue tout à l'heure. Vous vous mettez vraiment dans l'instant présent. Voilà, vous êtes là, ici et maintenant. Ce qui va se passer, c'est que le nez, ça va se faire en deux fois. La première fois, vous allez sentir le vin. Si tout simplement ça sent le vin une fois que vous avez mis le vin à côté de votre nez, c'est nickel, c'est tout ce qu'on recherche. De base, c'est tout ce qu'on recherche. Ça sent le vin et ça sent bon. Si vous avez envie d'aller plus loin, tout simplement, vous allez vous dire, ça sent bon. Ok. Est-ce que ça sent bon dans une globalité ou est-ce que ça sent bon parce qu'il y a une odeur particulière qui me fait rappeler quelque chose et ça me dit quelque chose? Alors du coup, vous pouvez vous dire, bah non, ça sent bon dans votre globalité et j'ai pas de ressenti plus que ça. Bon, et bien tout simplement, en continuant à travailler vos odeurs, en pensant quand vous cuisinez à sentir toutes les petites épices, quand vous faites de la pâtisserie à sentir les fruits, quand vous passez dans les bois à prendre conscience des odeurs que vous avez autour de vous, vous allez au fur et à mesure également dans les vins arriver à reconnaître les odeurs. Il est possible que pour l'instant, juste vous n'avez pas l'habitude de vous concentrer sur les odeurs. C'est comme quelqu'un qui ne parle jamais de ses émotions, il ne peut pas parler de ses émotions. Bah, c'est pareil pour les odeurs, si vous n'avez pas l'habitude de vous concentrer sur vos odeurs, vous ne pouvez pas parler de vos odeurs, c'est pas possible. Donc vous allez vous concentrer tranquillement sur vos odeurs. Et donc du coup, là vous allez vous dire, bon ok, j'arrive à ressentir quelque chose. Alors quelle est l'odeur que je ressens? Est-ce que c'est une odeur de fruits, une odeur de légumes, une odeur de plantes? Est-ce que c'est une odeur un peu tertiaire? Est-ce que c'est une odeur un petit peu d'animal? Quelle est l'odeur que je ressens? Imaginons qu'on est sur un vin rouge et que vous ressentez une odeur de fruits. D'accord? Vous allez dire, ah ok, c'est le fruit. Bon, ok. Quel est le fruit qui pourrait être à l'intérieur? Est-ce que je suis sur un fruit rouge, un fruit noir? Donc ok, fruit rouge ou fruit noir, ok. Ah, je suis peut-être sur un fruit noir. Ah, est-ce que je ne serais pas sur la groseille? Qui est un fruit rouge, je veux dire la mûre. Est-ce que je ne serais pas sur la mûre?
Ah ok, je suis sur la mûre. Bon, ok, donc ça c'est une mûre. Est-ce que je suis plutôt sur une mûre comme on a l'habitude de manger dans un yaourt, une mûre que je viens de récolter tout de suite, ou alors une mûre sur laquelle on a fait une confiture avec? Quel type de mûre je vais avoir? Et en fait, tout simplement, un peu comme une technique d'un entonnoir, vous allez au fur et à mesure descendre dans vos odeurs et descendre dans la classification des odeurs. Et là, pareil, vous prenez un petit carnet, vous notez, vous notez, vous notez, vous notez. Alors, si à côté vous vous dites que ça sent la mûre et que l'autre à côté vous dit que ça sent la groseille, il est possible qu'à l'intérieur ça sente la mûre et la groseille. Hein, c'est pas ah bon, toi tu sens la groseille, mais moi je le sens pas, j'ai senti la mûre, je suis trop nulle. Non, non, non. Hein. Il n'existe pas de listing par cépage. On va avoir des grandes caractéristiques par cépage. On sait que tel cépage va avoir ces genres de caractéristiques d'odeur. Maintenant, si toi tu sens la framboise et l'autre la fraise, c'est peut-être que tout simplement parce qu'il a l'habitude de manger plus de fraises et toi plus de framboises. Top, terminé, il n'y a pas de débat à avoir. C'est tout. Si toi tu sens un côté animal et que lui il sent le fruit, c'est pas grave. Il est possible que ce cépage soit capable de donner et des odeurs un petit peu de cuivre, et des odeurs de sous-bois, et des odeurs de fraises. D'accord? C'est tout simplement que vous n'avez pas forcément l'habitude de sentir les mêmes odeurs. Peut-être que cette personne-là, tout simplement, dans son parfum, il y a un côté un petit peu cuivré. Peut-être dans son parfum, il a l'habitude d'avoir du cacao. Peut-être qu'il a vécu dans un pays dans lequel vous n'êtes jamais allé, qu'il a mangé des fruits et des légumes que vous ne connaissez pas, qu'il a eu une vie que vous ne connaissez pas, des expériences que vous n'avez jamais vécues, et donc du coup il est capable de ressentir plus facilement certaines odeurs, et vous plus facilement d'autres parce que vous avez eu d'autres expériences. C'est tout ce qui va se passer pour les odeurs. D'accord? Donc vous notez, vous communiquez avec vos amis, et si votre ami dit ça c'est la fraise et moi c'est la framboise, c'est jusqu'à des fruits rouges. D'accord? Si il vous dit il y a un peu de cuir et que vous sentez que la fraise, et c'est juste que dans ce vin il y a peut-être un petit peu de cuir et un peu de fraise. Voilà. Mais prenez vraiment le temps d'être dans le moment présent pour ressentir. Après, n'hésitez pas à fermer les yeux et à voir quelles sont les images qui vont arriver. Parfois, il va peut-être avoir les images d'une odeur particulière. Vous allez dire, ah c'est marrant, ça sent le parfum de ma grand-mère. Et peut-être que votre grand-mère, elle a un parfum qui est à base de lilas, à base de lys, à base d'un fruit particulier, à base de vanille, à base d'une pierre particulière, à base d'une épice particulière. Et en fait, tout simplement, parce que vous vous souvenez de ce parfum-là, en fait, l'épice ou la fleur ou la plante qui était dedans va remonter. Et vous allez dire, ah c'est marrant, ça sent ça. Par exemple, moi très souvent, je me dis c'est marrant, ça sent le Nina Ricci. Donc ma mère a toujours porté le parfum l'air du temps Nina Ricci et on sait qu'il est fait à base de violette. Et très souvent, quand je me dis c'est marrant, ça sent le Nina Ricci, c'est tout simplement parce que je ressens la violette. Voilà. Et donc je ferme toujours les yeux et en général, si je vois ma mère apparaître, c'est parce que ça sent l'air du temps. Et donc du coup, ça sent l'air du temps, ça sent la violette. Voilà, c'est juste un petit travail mémotechnique qui va arriver. Donc prenez le temps, soyez en pleine conscience. Vous n'êtes pas pressé. Quand vous êtes à l'apéro, personne n'est pressé de boire son verre. Donc prenez le temps de l'analyser, prenez le temps de le ressentir. Ensuite, on va tout simplement bouger un petit peu son verre. On va le tourner comme ça. Hop là, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et donc du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aérer. Donc tout simplement, c'est chimique, c'est biologique. L'air va rentrer, ça va casser un petit peu les molécules et hop, ça va faire sortir les odeurs. Et là, on refait exactement la première technique qui a 2 minutes. On le sent et on analyse les odeurs qui sont à l'intérieur. Est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que c'est des odeurs différentes? Parfois, c'est là où vous allez avoir des odeurs de cuir qui vont apparaître, des odeurs, pareil, peut-être que c'est cette fameuse fraise qui va tout d'un coup être beaucoup plus forte. Tout à l'heure, elle était toute petite, c'était vraiment une toute petite fraise. Elle était là, oui, c'était une petite fraise, tu me sens, mais je ne suis pas encore là. Et puis tout d'un coup, hop là, allez les gars, c'est moi la garliguette, je suis là, tu vois. Bon, voilà, c'est juste tout simplement le fait d'avoir aéré, d'avoir cassé un petit peu les molécules, ça va faire sortir les odeurs. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'on fait un premier nez et un deuxième nez. Ça permet de sentir la palette complète que l'on peut ressentir à ce moment-là. Alors, n'hésitez pas, pareil, quand vous avez un verre de vin et que vous êtes en train de parler, de temps en temps, le ressentir parce que, en fait, entre 3-4 gorgées, peut-être qu'il se sera ouvert, vous allez avoir parlé avec les mains, puis vous avez bougé un petit peu votre verre, il va continuer à s'aérer, il va continuer à se grandir. Comme je vous disais, il a besoin de temps pour se développer. Donc, forcément, il va prendre le temps de développer ses odeurs, de les sentir. Et de temps en temps, quand on va boire un verre, le premier verre, il a un goût particulier. Et puis cette bouteille, on va faire un deuxième verre peut-être une demi-heure après. La bouteille aura donc du coup une demi-heure d'ouverture de plus. Et là, le vin va vous paraître différent. Et vous allez dire, ah mais c'est marrant, c'est pas le même goût. Oui, peut-être que là, il va avoir un goût un peu plus fruité, un peu plus avenant, tout simplement parce qu'il aura pris le temps de s'aérer.
Donc ça, c'est pour les odeurs, c'est vraiment ce qu'il faut connaître, c'est très simple. Et ensuite, vous allez le passer en bouche. Et pour le passer en bouche, alors là, très simple. Vous allez prendre une gorgée. Alors vous faites une gorgée ni trop petite, ni trop grande. Trop petite, vous n'allez pas pouvoir jouer avec le vin, pas d'intérêt. Le vin, on joue avec en bouche, on l'analyse, voilà, vraiment, il est là pour être bougé dans votre bouche, d'accord? Si vous arrivez avec une trop grande gorgée, au moment où vous allez commencer à faire la partie un petit peu ASMR et que vous allez goûter le vin, vous allez tranquillement cracher et baver. Et je suis pas sûre que vous ayez très envie de baver. Non, je suis pas sûre. Après, si t'aimes baver, bon bah, prendre une trop grande gorgée, c'est pas très très grave. Donc voilà, donc du coup, vous allez boire votre vin, comme ça. Alors, moi c'était l'eau, hein, je vous rassure. Et vous allez donc du coup analyser votre vin. Alors vous allez analyser quoi? Vous allez analyser 3 choses sur votre langue. 3 petites choses. Vous allez analyser l'attaque sur le début de la langue, c'est-à-dire le moment où le vin rentre en contact avec votre lèvre et la langue. Quelle est la sensation que vous ressentez? Est-ce qu'il y a des petites bulles? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est épicé? Est-ce que voilà, quelle est la sensation que vous avez quand ça arrive? Donc l'attaque, vous allez analyser le corps. Donc quelles sont les sensations que vous avez quand vous jouez avec votre vin? Donc il faut que ça passe vraiment partout dans la bouche. Est-ce que c'est un petit peu râpeux? Est-ce que c'est un peu lourd? Est-ce que c'est très droit? Est-ce que c'est plutôt rond? Est-ce que donc rond, ça veut dire que ça englobe un petit peu la bouche. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a une espèce de bulle en fait entre votre langue et votre palais. Est-ce que c'est un petit peu salivaire? Est-ce qu'il y a un goût particulier qui arrive? Est-ce que voilà, quelles sont toutes les sensations que vous avez autour du vin vraiment une fois qu'il est dans votre bouche? Et là, en fait, pendant que vous êtes en train de jouer avec, comme vous allez jouer avec, vous allez donc du coup faire ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Elle va se faire instinctivement quand vous allez essayer de mâcher un petit peu le vin. Vous allez faire voilà, instinctivement, l'air va rentrer. Si vous avez envie réellement de faire la vraie rétro-olfaction, enfin vrai, c'est un guillemets, vraiment faire le petit bruit rigolo de la rétro-olfaction, faire ce petit, tout simplement, il suffit d'écarter un petit peu les lèvres et de faire rentrer de l'air. Et en fait, cette rétro-olfaction, c'est juste que ça va vous permettre d'avoir réellement tous les goûts et les odeurs du vin. C'est pour ça que quand on est enrhumé, le vin n'a pas de goût, il n'est pas intéressant en fait. Tout simplement parce que, en fait, au moment où vous allez faire la rétro-olfaction, toute la partie nasale, elle ne fonctionne pas. Voilà. Donc du coup, vous n'avez pas tous les arômes au complet. Et ensuite, on va travailler la finale. Donc ça, c'est au moment où vous recrachez ou vous avalez. Alors s'il vous plaît, si pour cette dégustation, vous pouvez recracher, il y a quand même 5 vins à déguster. Et le mieux, c'est d'être vraiment dans son état le plus neutre possible. C'est vrai que sinon, vous allez arriver sur le dernier vin peut-être un peu plus joyeux. Et du coup, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Alors peut-être que vous serez plus désinhibé, donc vous allez oser faire plus de choses. Mais ce serait quand même mieux si vous pouvez recracher. Ce sera exactement les mêmes sensations pour analyser la finale, il n'y aura pas de différence. Comme vous avez fait la rétro-olfaction, le vin est vraiment passé jusqu'au bout, donc du coup, il n'y aura pas de différence en termes de goût quand vous allez faire la finale. Et en fait, la finale, c'est une fois que vous avez recraché ou avalé, quelles sont les sensations qui vous restent en bouche? Est-ce qu'il y a encore un fort goût de fruits? Est-ce que pas du tout? Au contraire, le vin il a disparu tout de suite. Est-ce que le vin, vous avez l'impression qu'il est encore un peu en train de jouer sur vos papilles? Est-ce qu'il y a un goût de fraise qui apparaît? Voilà, donc là, toutes les sensations que vous avez autour du vin, une fois que vous l'avez bu et que vous avez reposé votre verre, vont donner en fait la finale. Donc le fait de l'avoir regardé, de l'avoir senti et de l'avoir goûté, ça va vous donner l'histoire complète du vin que vous êtes en train de boire. Et donc du coup, vous allez donc du coup, excusez-moi, pouvoir vous dire j'aime ou j'aime pas le vin. Voilà, je vais vous donner quelques derniers petits tips à savoir quand vous allez tester des vins pour apprendre à connaître ce que vous aimez. Alors déjà, pour savoir si un vin est bon, avant de commencer tout ça, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Est-ce que entre la vue, les yeux, la bouche, vous avez ressenti un équilibre? Est-ce qu'au moment où vous l'avez mis au nez, au moment où vous l'avez mis en bouche, vous avez l'impression que c'est harmonieux? Est-ce que la couleur est harmonieuse? Est-ce qu'en bouche, c'est harmonieux? Est-ce que le côté tanin, épicé, etc. est harmonieux? Même s'il y a un côté peut-être acide un peu plus fort, est-ce que cette acidité un petit peu plus forte lui donne un peu de caractère qui est fait que le vin reste, comme je disais pour la millième fois, harmonieux? Voilà, donc ça, c'est vraiment ça qui va faire qu'un vin est bon ou pas bon. Après, en termes de qualité, après en termes de goût, vous pouvez ne pas aimer ce vin, il n'y a pas de souci. Par contre, vous pouvez dire, je n'aime pas ce vin-là, par contre, il est équilibré, donc c'est un bon vin.
D'accord? Ça, c'est pour les dégustations quand on commence à acheter pour d'autres personnes, pour des choses comme ça. Vous pouvez dire, bah moi, j'ai pas aimé ce vin-là, c'est pas quelque chose, mais c'est vrai qu'il est équilibré, je connais cette personne, je sais qu'elle aime ce genre de goût, donc il est bon, il est qualitatif, je peux ouvrir cette bouteille. Après, deuxième chose, surtout, évitez de comparer tous les vins ensemble. Par exemple, de temps en temps, on va avoir tendance, ça se voit, moi je le vois très souvent avec les gens avec le champagne, ils vont comparer le prix d'un vin et également le prix d'une cuvée. En fait, ils vont par exemple prendre une grande cuvée d'un champagne, ils vont dire ah celle-là c'était super bon, etc., etc., mais ça m'a coûté 5 euros. Mais par contre, c'était un petit vigneron qui, alors 5 euros, c'est un champagne, ça m'a coûté 20 euros. Mais sauf que ça, on est sur un tout petit vigneron qui a des toutes petites vignes et quand il vinifie son grand cru, eh ben, il peut le sortir à 20 euros. Ok, donc ça c'est donc son grand cru d'un petit vigneron. Et puis derrière, vous allez tester la cuvée classique de Ruinart et vous allez dire ah mais c'est moins bon. Ouais mais attendez les gars, vous êtes en train de comparer le grand cru à la cuvée classique. Tout simplement, ça ne peut pas être la même chose. Donc si vous voulez comparer, vous comparez grand cru et grand cru. Alors par contre, ce ne sera pas les mêmes prix. Mais au moins vous comparez sur la même qualité du vin. D'accord? Donc pareil, quand vous testez des Bordeaux, quand vous testez des Loirs, quand vous testez n'importe quel vin, même si vous faites un Loire plus un Bordeaux, si vous testez le grand cru d'un Chinon, vous testez le grand cru d'un autre château à Bordeaux. Vous ne testez pas le petit château de Bordeaux face au grand cru de Chinon. Parce que là, forcément, vous allez avoir des différences. D'accord? Par contre, si vous testez un grand cru plus un autre grand cru, vous pouvez dire bah oui, mais moi, les cépages que vous avez dedans dans ce fameux Bordeaux, ils me plaisent pas, c'est pas mon truc, c'est pas voilà. Là, il a été vinifié en millésime 2019, il est encore trop jeune, etc., etc. Pareil, vous essayez de déguster les mêmes millésimes. Parce que si vous testez un 2019 à Bordeaux, qui est encore, alors déjà vous n'en trouverez pas en ce moment, mais imaginons que vous testez un 2016 qui est encore très très jeune pour Bordeaux, et que vous testez derrière à côté un 1985 en Loire, bah déjà vous n'aurez pas du tout les mêmes arômes, vous ne serez pas du tout sur les mêmes gammes de jeux. Pareil, si vous testez un monocépage en Loire juste de Gamay, qui est un cépage qui va se développer assez rapidement, et que derrière vous testez un Bordeaux qui est sur 3 cépages qui ont besoin de plus de temps de développement, bah forcément vous allez voir des différences. Alors par contre c'est possible que vous allez dire j'aime pas Bordeaux, vous avez le droit de pas aimer Bordeaux. Voilà, de ne pas aimer les choses, il n'y a pas de souci. Par contre juste comparer correctement. Si vous faites un grand cru, vous comparez avec un autre grand cru. D'accord? Au moins à ce niveau-là. Au moins essayer de comparer les mêmes, enfin pas les mêmes millésimes, mais les mêmes qualités entre guillemets de vin d'une propriété. Si vous testez un premier vin d'une propriété, si vous le comparez avec un premier vin d'une autre propriété. D'accord? Mais vous ne comparez pas avec le petit vin de cette propriété-là. Sinon, en fait, vous n'êtes tout simplement pas du tout sur le même classement et sur les mêmes recherches d'arômes, sur les mêmes recherches de goût de la part des vignerons. Et donc, forcément, il va y avoir une différence. Vous ne pouvez pas dire j'aime le grand cru de Château-la-Pompe, mais par contre, le petit cru de Château XY, il est moins bon. Bah oui, mais c'est le même prix. Bah oui, c'est certes le même prix. Sauf que c'est pas les mêmes renommées, c'est pas les mêmes marges derrière, c'est pas les mêmes choses. Et donc du coup, là vous êtes en train de parler du petit vignoble et là vous êtes en train de parler du grand cru. Donc de toute façon, vous n'êtes pas en train de comparer les mêmes choses. Vous comparez peut-être les mêmes prix, mais vous ne comparez pas les mêmes choses. Donc vous ne basez pas sur le prix, basez-vous réellement sur votre ressenti et sur bien la connaissance de quelle est la cuvée que vous êtes en train de boire. Est-ce que vous êtes sur la cuvée très qualitative du vin, donc en général sa première cuvée, ou alors est-ce qu'au contraire vous êtes sur son petit vin de table? Et donc du coup forcément son petit vin de table, le vigneron va avoir une belle qualité aussi, il va continuer à travailler quelque chose de qualitatif, sauf que c'est le principe d'un vin de table, il va être bu pour être léger, pour être frais, pour être bu rapidement, pour être voilà, il ne va pas être à la recherche de quelque chose de très expansif forcément. Donc du coup, si vous cherchez quelque chose de grand, très expansif, allez pas forcément sur la petite cuvée du vigneron. Peut-être aller sur une cuvée supérieure. Si vous cherchez quelque chose à boire tous les jours, accessible avec beaucoup de choses, et bien dans ce cas-là, peut-être aller sur une cuvée un peu plus petite. Parce que peut-être que celle-là, elle vous coûtera en général moins cher, et de 2, elle vous permettra aussi de faire des accords mets et vins avec un peu plus de choses ou avec une ouverture différente. Mais vraiment, comparez, s'il vous plaît, avec au moins les deux niveaux avec les mêmes niveaux, excusez-moi, de qualité du vin. Je voulais vous dire un truc avant de finir cette vidéo. Je vous ai parlé de la qualité quand vous allez acheter et comparer. Je vous ai parlé de ne pas faire attention au prix.
Je crois qu'on est bon. Je crois que maintenant, vous allez pouvoir passer tranquillement à la dégustation. Donc, je vous invite de commencer avec Domaine des Terrisses pour cette dégustation. Donc, le premier vin blanc. Continuez ensuite sur les vins blancs, passez avec le Clairet, donc qui est un rosé bien particulier de la région de Bordeaux, qui est vraiment très typique de la région de Bordeaux. Vous allez découvrir quelque chose de très sympa. Là, on est vraiment entre un rosé et un rouge. Et ensuite, passer avec les rouges. De toute façon, les vins sont mis dans l'ordre de la dégustation dans la box. Donc voilà, maintenant, je vous laisse prendre votre temps, découvrir, de noter tout ça. Si vous avez la moindre question à propos des vins que vous êtes en train de déguster ou à propos du vin en général, vous n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux. Je vous mets un petit message, un petit lien juste ici. Et puis vous nous envoyez un petit message, on vous répondra avec un grand plaisir. Je vous souhaite une belle dégustation et une très très bonne journée. Au revoir.